CPAM, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation, CJWI plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voix des communautés culturelles au Québec. CPAM. Maison AM. Au téléphone, nous avons avec nous François de Champlain, président fondateur de la Fondation Jacques de Champlain. Bon après-midi, Monsieur de Champlain. Bon après-midi à vous. Comment ça va, Monsieur de Champlain? Ça va très bien. Je suis très content que vous m'invitiez pour parler d'un sujet très important et pour lequel je tiens beaucoup. On parle de défibrillateur et c'est important dans nos ambulances où on a besoin de ça dans une urgence ou encore à l'hôpital en général. Bon, en fait, nous, ce qu'on milite à la Fondation Jacques de Champlain depuis bientôt 10 ans, c'est vraiment que les défibrillateurs soient dans les endroits publics, donc pas simplement dans les ambulances ou même avec les premiers répondants ou les paramédics ou dans les hôpitaux, mais vraiment sur les murs de beaucoup de grands commerces à grande surface, les pharmacies, évidemment les cliniques, les résidences pour personnes âgées, les gares de train, de métro, les centres d'achat. Donc, c'est ces petits appareils-là que parfois on remarque sur le mur. Et puis, comme un extincteur, par exemple, pour éteindre les incendies, ben, c'est un équipement de sécurité qui, pour lequel le Québec a pris beaucoup de retard sur d'autres pays et même d'autres provinces au Canada. Et de peu, vous demanderiez qu'on apprenne presque tous à devenir quelqu'un qui connaît ce défibrillateur-là, qui ne semble pas toujours facile à manipuler. Ça prend un cours, ne serait-ce que autant de temps qu'on pourrait prendre un cours pour venir en aide et sauver des vies, comme l'ambulance Saint-Jean, genre là? Ben oui et non. Dans le fond, ces appareils-là, ce que vous décrivez, c'est vraiment la perception de beaucoup de gens. Donc, je suis content que vous posiez la question. Mais la réalité, c'est qu'il y a des études qui ont montré que même des enfants qui n'avaient jamais suivi de formation, juste en suivant les instructions vocales de la machine, sont capables de manipuler et utiliser de façon efficace le défibrillateur et être presque aussi rapide que des professionnels qui sont entraînés en la matière. Donc, ça se fait très, très, très facilement. Et en fait, c'est impossible de faire du tort lorsqu'on utilise ces machines parce que vraiment, il y a vraiment juste un bouton, on les met sous tension à on et essentiellement, c'est la machine qui va décider si un choc doit être administré ou pas et c'est la machine qui va délivrer le choc. Donc, vraiment, c'est des dessins, des commandes vocales qui nous guident à travers les étapes. C'est sûr que quelqu'un qui a pris un cours, va peut-être avoir moins peur d'utiliser l'appareil. Et puis, il y a des initiatives là, pour lesquelles, au Québec, on va faire des avancées, comme l'enseignement de ces cours-là, par exemple, à l'école secondaire et bientôt peut-être même dans un futur à l'école primaire pour l'obtention du permis de conduire. Donc, de plus en plus, ces formations-là se sont écourtées et même en 30 minutes, on peut apprendre à sauver une vie avec des gestes critiques comme le massage cardiaque et l'utilisation d'un défibrillateur. Mais même sans formation, on peut très bien se servir de cet appareil ou se faire guider par la personne qui va nous répondre dans le cas d'une urgence vitale lorsqu'on appelle le 911, qui va vraiment être avec nous au téléphone, garder son calme et dire « Voici ce que vous avez à faire, vous avez un défibrillateur » ou « Allez en chercher un parce qu'il y en a un pas loin de vous ». Et cette information-là, le répartiteur va avoir cette information-là si justement le Québec va de l'avant avec ce pourquoi on milite, qui est une loi sur l'accès public à la défibrillation. Parce que cette loi, non seulement, comme je disais, elle va
s'assurer que beaucoup d'endroits ont un défibrillateur, mais que les défibrillateurs sont dans un registre provincial qui soit lié aux centrales de communication du 911. Alors, Donc, quand on fait une telle campagne, c'est certainement parce qu'on a observé des situations où on pourrait sauver des vies qu'on a manqué tout simplement parce qu'il n'existe pas de défibrillateur dans les endroits publics comme vous voulez le faire. C'est ça? Est-ce que vous avez constaté des situations au point de sonner l'alarme? Ah, absolument. Ben moi, vous savez, je suis président de la Fondation, mais je suis aussi urgentologue depuis plus de 20 ans dans le réseau de la santé. Donc, j'ai reçu au cours de ces 20 années-là énormément de patients qui sont victimes d'un arrêt cardiaque, puis malheureusement, comme c'est souvent le cas, vont décéder de cet arrêt cardiaque lorsque ça se passe à l'extérieur de l'hôpital. Donc, il y a une survie qui est moins de 10% pour ces patients encore aujourd'hui. Et c'est souvent parce que les gestes n'ont pas été posés pendant les premières minutes. Vous savez, le Québec est grand et le délai moyen d'arrivée d'une ambulance au Québec, là, si on prend toutes les régions ensemble, c'est 13 minutes. Et à chaque minute qui passe suivant l'arrêt cardiaque, les chances de survie de la personne diminuent par 10%. Donc, faites le calcul. Lors de l'arrivée de l'ambulance, il est trop tard. Ça sera un décès presque assuré. Et donc, le citoyen qui est témoin de la situation dans un endroit public se doit de faire les premiers gestes. Et c'est la seule façon qu'on va changer la donne de la survie. Et les premiers gestes, ben, c'est, oui, les compressions sur le cœur, le massage cardiaque, ou encore même plus simplement aussi donner un choc avec un défibrillateur qui va vraiment redémarrer le cœur dans la majorité des cas si c'est donné assez vite. Vous voulez que ça devienne comme ce produit qu'on appelle naloxone, c'est ça? Ben oui, le naloxone ou le Narcan est un autre de ces gestes qui a été démocratisé au cours des années et qui maintenant est utilisé. N'importe qui peut aller demander une trousse à la pharmacie de naloxone et très facilement apprendre à l'utiliser. Les premiers répondants, les paramédics, les utilisent depuis un bon nombre d'années. Donc, c'est un geste qui s'est démocratisé, comme aussi l'épinéphrine ou l'adrénaline dans l'anaphylaxie, le contrôle des hémorragies avec les garrots. C'est des interventions citoyennes qu'on est en train de voir se démocratiser parce que c'est des interventions qui peuvent vraiment, dans les premières minutes, faire la différence entre quelqu'un qui va survivre ou pas de son problème de santé critique. Sauf que le coût du naloxone par rapport à un défibrillateur, c'est vraiment une nette différence et je comprends jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point la réticence du gouvernement du Québec. Ben, en fait, les coûts se sont vraiment, il y a eu quand même les manufacturiers ont fait des compétitions, les avancées technologiques. Donc, on parle d'un appareil là qui est en bas de 1500 $ pour la majorité des modèles, donc entre 1000 et 1500 $. Et donc, on pense que quand même les commerces, quand on parle d'un équipement de sécurité, ce n'est pas une dépense qui est complètement absurde. Surtout qu'il pourrait y avoir rattaché avec ça un programme de subvention ou de crédit d'impôt pour les PME là, qui s'y qualifient. Donc, il y a moyen de faire un projet comme ça a été fait d'ailleurs depuis 2011 au Manitoba, on a adopté cette loi. Depuis 2020 en Ontario, d'autres provinces canadiennes sont en train de le faire. Bon nombre de pays à travers le monde. Donc, c'est suivre la tendance de ce qui se fait ailleurs. Et je pense que l'aspect financier lorsqu'on regarde, là, peut vraiment être fait pour qu'il y ait des incitatifs intéressants pour les petites entreprises de se munir de ça. Et encore une fois, on ne parle pas de faire installer un défibrillateur à la pizzeria du coin, mais vraiment plus des magasins ou des commerces à grande surface où il y a beaucoup d'activités quand même humaines. Et puis encore, si la personne atteint d'un déficit cardiaque n'est pas morte, risque de se ramasser avec des séquelles permanentes qui, à leur tour, peuvent coûter beaucoup plus cher à l'État, à nous, non? Absolument, absolument. D'ailleurs, il y a de l'évidence scientifique que lorsque les gestes sont posés rapidement, puis qu'on renverse cette situation-là, non seulement on a une survie, mais on a une survie qui est
avec un état neurologique intact. Et donc, on a des gens qui restent moins longtemps dans les hôpitaux. Évidemment, quelqu'un qui a eu un choc va être transporté à l'hôpital quand même pour avoir un bon nombre, une batterie de tests, mais n'aura pas besoin d'aller aux soins intensifs nécessairement. Ou s'il doit aller aux soins intensifs, ça va être une hospitalisation beaucoup plus courte que si les soins avaient débuté plus tard à l'arrivée des paramédics. Et en plus, la majorité des survivants sont tellement bien qu'à l'intérieur de 6 mois, ils ont recommencé à travailler, ils ont repris leurs activités. Donc, c'est des gens qui sont en santé et peuvent être productifs dans notre société. Donc, c'est un investissement pour le Québec et non une dépense. C'est des gens qui paieront des taxes et des impôts et qui auront une vie productive parce que c'est de bons survivants. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un investissement, cette loi. Et vous gagnez très bien votre vie comme urgentologue. Vous n'avez pas besoin de ça pour vivre. C'est pas vous qui allez vendre des défibrillateurs en veux-tu, en voilà. Pourquoi ce programme-là? Pourquoi ça vous tient tellement à cœur? Bien, évidemment, il y a une histoire personnelle. La Fondation porte le nom de mon père parce que mon père est décédé à vélo en 2009 en faisant une promenade en Estrie où les temps, dans les cantons de l'Est, où les temps d'arrivée des ambulances sont même plus longs que dans des grands centres comme Montréal. Donc, dans son cas, l'ambulance est arrivée après 27 minutes après son arrêt cardiaque soudain. Et on a su par la suite qu'il y avait un défibrillateur à 200 mètres de lui et dont personne ne connaissait la localisation parce que c'était un défibrillateur qui n'était pas enregistré justement dans un registre provincial arrimé aux centrales de communication santé, ce qui serait un élément qui serait dans cette loi, donc un enregistrement obligatoire pour que ça devienne un dispositif là, de sécurité pour tout le monde et pas juste pour l'endroit où le défibrillateur est installé. Et donc, l'histoire est partie de là, puis en même temps, ben, c'est une façon, oui, d'honorer sa mémoire, sa fondation, mais surtout de s'assurer que d'autres n'auront pas à vivre un deuil prématuré, parce que une fois que la personne a eu ce choc-là, ben, on règle le problème et puis il y a un suivi qui est fait, mais il y a des années et des années qui sont perdues lorsqu'on n'a pas une intervention rapide comme ça. Donc ça, c'est le côté personnel. Puis le côté professionnel, comme je vous dis, c'est que ça fait 20 ans que je suis urgentologue et que je vois des histoires malheureusement qui se terminent souvent pas bien et je sais très bien que s'il y avait eu un défibrillateur en temps utile, l'histoire aurait pu être tout autre. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette mission-là et toute cette partie-là, évidemment, pour moi, c'est une implication pro bono dans cette fondation pour laquelle qui me tient beaucoup à cœur. Alors, c'est la preuve, ce que vous venez de dire, que ce qu'on dit des médecins et des gens qui travaillent dans des centres hospitaliers, qu'ils n'ont pas de cœur, c'est une personne qui meurt et une autre qu'on arrive à échapper. C'est pas vrai, c'est pas toujours vrai, hein? La mort, ça frappe tout le monde, y compris les médecins. Ben absolument. Puis tu sais, je pense que c'est sûr que les gens sont un peu délusionnés de l'inefficience du système de santé, puis je les comprends. Ils viennent à l'urgence, ils attendent des 12 heures, 14 heures, 20 heures. J'ai vu ça régulièrement dans mon centre et je les comprends d'être délusionnés et fâchés du système. Mais croyez-nous, les intervenants dans le système sont découragés, ils veulent changer les choses, même si on a un pouvoir limité sur ce qu'on peut faire à notre niveau sur le terrain. Mais oui, il faut absolument pas baisser les bras et continuer de s'impliquer pour changer les choses dans le système de santé. Et ça, c'est une façon, nous, qu'on veut tenter de le faire. Et comme vous avez dit, ça peut arriver à tout le monde dans toutes les tranches d'âge. Ce n'est pas un événement de fin de vie. On voit souvent des gens dans l'adolescence, dans la vingtaine, qui ont des arrêts cardiaques pour des conditions qu'ils n'étaient pas au courant au départ et pour lesquelles on peut intervenir si justement les gens ont la chance d'avoir les gestes de premier secours rapidement après leur arrêt cardiaque. Docteur François de Champlain, président fondateur de la Fondation Jacques de Champlain, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, docteur. C'est moi qui vous remercie. Merci, au revoir. Au revoir.